Donc, c'est la première heure en fait de cette Journée internationale des réfugiés organisée par Régénération Matrix sur la plateforme Summit. Et avec moi ce matin, nous avons donc Saboura Bolewa et Serge Abraham Tadi, et ainsi que nos techniciens en fait qui sont André, Chek et Niambele. Donc, nous sommes sur cette Journée internationale donc des réfugiés. Merci d'avancer un petit peu. Donc, comme je disais ce matin avec nous, Niambele, Chek, moi-même. Est-ce que tu peux avancer les dias, s'il te plaît? Papy, et Ambroise, Donatien n'est pas là et voilà. Donc, il est 10 heures et nous sommes sur le thème de la dignité des réfugiés par la résilience et la culture. Donc, nous allons découvrir nos 2 invités qui ont accepté aussi d'être parrains de la journée. Donc voilà, et donc c'est pour ça aujourd'hui, donc nous allons découvrir nos 2 parrains qui sont donc, Bolewa et Serge, et on va commencer par Bolewa, et j'aimerais, Bolewa, que tu nous expliques un petit peu les actions que tu fais en fait au quotidien dans ton travail auprès de victimes, dont certaines peut être réfugiées, hein, il y a toutes sortes de victimes. Et si tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais, de te présenter déjà pour commencer. Oui, bonjour. Bonjour Virginie, merci pour cette invitation. Bonjour l'équipe de la plateforme Summit Generation. Euh, je m'appelle Bolewa Sabourin, je suis danseur, chorégraphe, père de famille et cofondateur de l'association LOBA, qui a mis en place un projet qui s'appelle Recréation. L'objectif de ce projet Recréation by LOBA, c'est de mettre en place un protocole de soins et une méthode thérapeutique qui allie la danse et la psychothérapie afin de venir en aide alors aux survivantes. Je préfère le mot plutôt que victime, parce que victime est un état et il faut passer par là, mais euh, après, derrière, c'est des combattantes, des survivantes qui ont réussi à, bah, à avancer du mieux qu'elles peuvent. Et après, c'est une bataille euh, au long cours. Mais justement, nous, on est là pour être un soutien psychologique et physique afin de leur permettre vraiment de se reconstruire et de pouvoir faire face aux différents défis qui les attendent dans leur vie. Alors, on travaille avec effectivement beaucoup de personnes réfugiées en France. Ce projet a démarré d'abord au Congo, à l'hôpital de Panzi, du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix en 2018. Et puis ensuite, là-bas, on voulait juste faire des cours de danse pour être utile aux femmes qui sont victimes de viols comme arme de guerre, que le docteur et son équipe réparent chirurgicalement. Et en fait, dans la rencontre et dans l'échange, surtout avec un psychologue congolais, il nous a dit que les femmes s'exprimaient beaucoup plus après nos cours de danse. Et c'est là où on a eu l'idée de créer cette méthode thérapeutique qui allie un binôme danseur et psychothérapeute pour permettre à ces femmes de pouvoir se reconstruire physiquement et psychiquement. Nous, on est basé principalement à Paris. Et donc, on a décidé d'abord de mener une forme, un prototype à Paris et puis là, de lancer une recherche-action, donc une thèse doctorale pendant 3 ans pour mesurer l'impact de notre modèle auprès du public et véritablement la, re- transformation psychique du cerveau. Donc voilà, et à l'issue de ça, on aimerait pouvoir partager notre méthode au plus grand nombre et semer parce que il est important pour nous de partager notre savoir. Donc voilà, donc c'est ce qu'on fait et on travaille principalement aujourd'hui en Île-de-France avec des personnes qui sont réfugiées et avec qui on va travailler de la question psychologique. C'est une question souvent qu'on met de côté parce qu'on s'arrête beaucoup aux besoins primaires que sont
boire, manger, dormir. Euh, et c'est vrai qu'ils sont importants. Mais quand vous avez quitté votre pays, traversé des zones de conflit ou pas, ou des zones où vous êtes maltraité, comme au Maroc, en Libye et autres, et que en plus après vous arrivez tant bien que mal par bateau, avion ou autre, ou à pied ou en car dans des pays que vous ne connaissez pas et qui ont leur code, qui ont leur mécanisme d'intégration ou des fois de désintégration. Euh, eh ben, il vous faut énormément de psyché et vous êtes souvent très malmené. Et voilà. Et nous, notre objectif, c'est de permettre à ces personnes qui ont fait face à énormément, énormément de problématiques sur le chemin, de se reconstruire et de pouvoir véritablement, oui, faire face aux nouveaux défis dont elles vont faire face dans les pays où elles souhaitent s'établir bah, pour sauver leur vie, tout simplement. C'est vrai que c'est un sujet important. La réparation psychologique, que ce soit par le corps ou par l'esprit ou les 2 en même temps, parce qu'en fait, le problème la victime, elle réagit par le corps et par l'esprit, hein, parce que ce sont des automatismes. C'est ça que la danse, c'est aussi intéressant au niveau de la thérapeutique. C'est vrai que, c'est souvent laissé de côté. Comme tu dis, on prend en charge la nourriture, le logement, quand c'est pris en charge, parce que quelquefois, c'est même pas pris en charge et puis après, ben, les gens, ils se débrouillent tout seuls, finalement. Alors que le traumatisme physique est là, le déplacement, d'une région à une autre est là, mais le traumatisme psychologique, il est aussi très, très présent, en fait, hein. Il est même peut-être plus important que toutes sortes toute autre sorte de traumatisme. Nous, on le voit parce que de façon générale, avec, Régénération Matrix, on s'occupe de victimes, hein, de façon globale, hein, de climat, de guerre ou autre et une victime, de toute façon, ce qui lie toutes les victimes ensemble, c'est, comment dire? Elles tombent tous en bas de la pyramide de Maslow. Que ce soit des gens riches, pauvres ou elles sont en mode protection, bulle et donc un mode psychologique qui les enferme et qui les empêche d'aller de l'avant. Et c'est vrai que pour Totalement. moi c'est pour ça que je trouvais très intéressant que tu viennes ce matin un petit peu expliquer ton action qui est très importante et qui est très, très peu abordée, déjà pour une question de finances et de possibilités. Parce que si on parle du continent africain, finalement les psychologues, les psychiatres, il y en a très, très peu par rapport à la Oui, masse de travail à faire. Donc totalement. et en plus, c'est un budget gigantesque qu'il faudrait allouer et donc ça, c'est quelque chose qui finalement, qu'on ne trouve pas et les gens se débrouillent en famille, en fait. Moi, on me dit toujours: «On se débrouille en famille», mais se débrouiller Mm. en famille, ben, quelque part, bah, quand c'est toute la famille qui a subi le traumatisme, bah, qui est-ce qui va aider finalement à trouver la bonne, façon finalement de s'en sortir? C'est pas simple et donc Ouais, je salue, comment dire, ton travail que je trouve vraiment merci beaucoup. remarquable et je suis très contente que tu aies accepté d'être un de nos parrains parce que, c'est quelque chose d'important. C'est un sujet qui devrait se développer dans l'avenir, qui pour moi est Mm. vraiment essentiel. C'est la prise en compte finalement de la réparation thérapeutique en fait, finalement, du réfugié, de la victime de façon globale, mais le réfugié fait partie toi tu n'aimes pas le mot de victime, mais c'est le mot en fait que les gens comprennent de façon générale, tu vois? Et c'est vrai que nous, on a aussi cette, nous on va présenter nos activités dans l'heure d'après, mais notre objectif à nous, ben, c'est que les gens, comment dire, s'autonomisent très vite et trouvent des façons de repartir dans la vie, même si tout n'est pas réparé. Mais au moins débloquer les blocages qui font que ces gens restent dans cette situation en attente et en plus, il y a cette, aide internationale qui normalement doit venir, mais des fois qui ne vient pas et donc ce qui fait que les gens restent en attente de quelque chose et la réparation psychologique, bah, en fait, cette attente, elle existe aussi par exemple pour les gens qui sont, comment dire, dans des procédures de prud'homme. Au niveau du travail, quand quelqu'un est licencié de façon, injuste, donc c'est aussi ça rentre aussi dans cette catégorie-là de personnes,
et ben, en fait, ben, cette personne, tant qu'elle n'est pas reconnue en tant que personne, tant que le jugement n'est pas fait, et ben, elle ne pourra jamais se réparer. Totalement. Et ça fait partie de ces Bah, la procédures. question de la santé mentale, elle est primordiale. La question de la santé mentale, il y a la santé physique et qui peut être parfois pris en charge, comme tu disais, mais la question de la santé mentale, déjà dans nos sociétés occidentales, sont souvent reléguées, hein. À l'époque, on pensait que les personnes qui étaient malades psychiquement étaient des fous et on les mettait dans des asiles et on les enfermait là-bas. Il fallait surtout pas que la population les voie, donc on vient de très loin. Ensuite, aujourd'hui, très peu de gens dans notre société peut, se revendiquent aller voir un psy Mmh. parce que ça voudrait dire qu'elles sont soit victimes, soit malades Ou faible. euh, ou faibles, et ce qui n'est pas forcément le cas. Il n'y a pas il n'y a pas véritablement on peut aller voir une psy ou un psy à n'importe quel moment de nos vies. Mmh. Et à tous les moments de nos vies, on a des moments de vulnérabilité plutôt que de faiblesse, des moments mais on peut aussi y aller quand tout va bien pour préparer les moments où tout ira mal. Clair. Mmh. Parce que c'est le principe de la vie, c'est que c'est jamais linéaire et c'est toujours Mmh. cyclique. C'est exact. Euh, donc, euh, donc ça, déjà, c'est déjà pour nous occidentaux, c'est déjà un très grand pas d'assumer la question de notre santé mentale individuellement et collective. Mmh. Alors après, dans des espaces dans des espaces comme l'Afrique, avec tout ce que ce continent a connu entre l'esclavagisme, le colonialisme et ensuite derrière des ravages liés au néocolonialisme qui ont perpétré des guerres et des situations de pauvreté extrême qui ravagent le cerveau, hein. La pauvreté Mmh. nécessite qu'on soit juste dans un esprit grégaire, donc dans un esprit où on va penser que à s'en sortir de manière bête et méchante, sans penser à lendemain, sans penser à demain, à se projeter dans l'avenir. C'est clair et ça Euh, crée beaucoup de et, dysfonctionnements. Pour et moi, ça crée beaucoup de... c'est le problème du fait du non-respect de l'être humain, C'est parce que ça, comme les gens prennent avantage sur les autres parce qu'ils sont tellement dans une pauvreté ou comment dire? Dans des cris de souffrance finalement, mm. que l'autre finalement, ben, c'est devenu, que Un quelque chose sur faire-valoir, lequel on doit prendre avantage. Donc ça veut dire que c'est plus un être exactement. humain, c'est quelqu'un à qui on peut prendre en fait C'est ça. et quand on va de fil en aiguille, on en arrive à des guerres simplement C'est ça, ou au fait finalement de ne plus, être choqué par la mort des uns et des autres et tout ça, c'est un effet d'entraînement et c'est vrai que exactement. le bien-être finalement, c'est quelque Mental, chose le c'est ça. mental, c'est quelque chose d'important qui fait partie de la restructuration, de la réparation communautaire. Heu, Et qui fait partie aussi de la reconnaissance de l'autre en tant qu'être humain. exactement. Euh, et parce que véritablement, mon bien-être mental passe aussi par le bien-être mental de l'autre. Mmh. On ne peut pas être bien mentalement que soi. Parce que l'autre, du coup, sinon nous traitera en objet et au bout d'un moment, et du coup, eh ben, aura des effets néfastes sur nous. Donc c'est quelque chose sur lequel, et puis aujourd'hui, ben, maintenant, l'urgence climatique, dans lequel on arrive et qui crée aussi des réfugiés, qui crée aussi tout un pan de quand vous dans votre pays, dans votre village, il y a une sécheresse énorme que vous Mmh. n'avez plus de quoi pouvoir subvenir à vos besoins et aux besoins de vos familles, et ben vous revenez dans cet esprit grégaire. Mmh. Donc véritablement la question de la santé mentale, pour moi c'est c'est vraiment la question du 21e siècle. Et du coup, comment on trouve des outils qui sont adaptés à tout le monde, en fait. C'est-à-dire que on ne peut pas simplement, nous, si on a développé cette méthode de thérapie par la danse et la parole, c'est parce que les populations avec lesquelles on travaille, euh,
les mettre devant une personne inconnue et leur dire racontez-moi votre histoire, ça ne fonctionnera pas du tout. Elles ne seront pas du tout en capacité de le faire. En Euh, confiance, tout simplement, en euh, confiance pour ou le en faire. confiance et parce que culturellement, ça ne fait pas partie de de leur mode d'expression. Donc, notre méthode a pour justement pour vocation à pouvoir permettre à tout à chacun de trouver une manière de pouvoir le faire. Et c'est vrai que ancestralement, il y avait l'arbre à palabre dans certains villages où on venait et on posait ces doléances qui permettaient justement de relâcher quelque chose et de pouvoir en parler en communauté. Et puis en même temps, il y avait des temps liés à des temps la danse n'était pas comme on le considère en Occident, comme un objet de divertissement c'était plutôt des moments festifs qui permettaient de marquer des temps dans la vie, de la naissance, la circoncision, euh, tout un tas de moments de la vie qui permettent ainsi de pouvoir construire une vie. Donc, c'est vraiment à travers à travers ce prisme-là que nous, on a voulu utiliser la danse et le mouvement et le corps, à travers le prisme de l'expression de nos émotions, de nos mots MAUX, donc les douleurs et les souffrances que l'on peut vivre, plutôt qu'une expression purement divertissante de la danse, qui existe aussi, qui est nécessaire, mais qui n'est pas suffisante. Donc voilà un peu notre trajectoire et ce que l'on veut développer dans les années à venir, la question de la santé mentale dans un continent aussi vaste que l'Afrique, avec des disparités aussi énormes, mais pas que l'Afrique, l'Europe, là où on vit, on a grandi, euh, parce que nous-mêmes, vous savez, moi j'ai grandi, je suis franco-congolais, pour ma famille française, comme je disais, aller voir le psy, c'est être malade, c'est être fou, et dans ma famille congolaise, aller voir le psy, c'est avoir une maladie de blanc. Donc en fait, aucun des deux, aucune des deux familles ne m'aidait à pouvoir exprimer les difficultés que j'avais d'être mélangé entre les deux et de ne pas trouver ma place dans cette société et qui me créait du tort et du ressentiment et de la colère et de la rage que j'exprimais après sous différentes manières et qui auraient pu m'emmener à commettre des choses irréparables et donc voilà, c'est tout un mécanisme qui se construit, qui se crée aujourd'hui. Bon nombre de réfugiés que je peux croiser dans des quartiers en Île-de-France. Certains sont jeunes et sont complètement désœuvrés, tombent dans le crack, dans des drogues, dans une déshérence psychologique qui, euh, qui ne met pas à profit toutes l'être humain les êtres humains qu'ils sont, alors que, comme je vous disais, pour arriver là où ils sont aujourd'hui, en Île-de-France, après avoir traversé tout ce qu'ils ont traversé, il faut une grande capacité mentale pour venir jusqu'ici. Il faut avoir vraiment une puissance psychologique et physique assez conséquente qui évidemment est tellement poussée à l'extrême qu'elle se casse une fois arrivée ici parce que il y a la fatigue psychique, il y a la charge mentale qui est trop grande et qui se fracture une fois arrivé à la ligne d'arrivée pour eux. Mais alors que la ligne d'arrivée n'est qu'un nouveau départ. Donc, Ouais, mais c'est compliqué. De toute façon, rien n'est simple, mais ça, c'est clair que c'est quelque chose sur lequel le monde doit travailler, d'autant qu'avec le Covid, ben, je pense, moi, j'évalue que là où peut-être on avait 20% de victimes dans le monde, maintenant, on en a au moins 40 ou 50%. Donc, ça veut dire que toutes ces personnes, bah, déjà, on n'a pas assez de psy, de psychologues, enfin, pour les prendre en charge. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Déjà, pour, comment dire, pour les faire repartir dans la vie
que nous, avec notre expérience, on sait qu'au bout de 3 ans, si une personne qui a subi un traumatisme, quel que soit le traumatisme, si elle n'est pas repartie au bout de 3 ans, dans ce cas-là, ça va être très, très compliqué de la faire sortir de sa Mm. situation et qui est en bas de la pyramide de Maslow, hein, je le rappelle. Et quand on est en bas de la Totalement. pyramide de Maslow, c'est très compliqué d'en sortir. Donc voilà. Merci beaucoup de ces Merci. témoignages. Alors, comme le programme va être chamboulé parce qu'apparemment, on n'est pas en live sur Facebook, donc moi, ce que je vais faire, c'est comme Serge n'a pas commencé, on va étendre cette session. On va faire des annonces en fait sur Facebook comme quoi le programme est chamboulé, tant pis. On va faire une plus longue session maintenant. Et puis, moi, ma présentation d'après, on va l'enlever et puis on passera après à la suite. Donc, je pense, et puis on mettra en ligne de façon asynchrone parce qu'apparemment, on n'est pas sur Facebook d'après ce que dit mon fils. Parce que j'ai mis mon fils à contribution, mon fils qui a 11 ans et qui regarde, qui me dit, maman, il y a un problème. Donc voilà. Donc c'est la technique. Donc c'est comme ça. Donc je propose qu'après, maintenant, Serge parle un petit peu, enfin, nous parle pas un petit peu, comme il faut, de ses activités. Après, on parlera d'un troisième thème qui est celui de l'identité africaine, qui permet aux gens de retrouver aussi leur dignité. Et puis on pourra finir par un petit dialogue entre nous si on a envie. Voilà. Donc maintenant, voilà, je laisse la parole maintenant à Serge. Je crois qu'il ne faut pas toucher à ça, en fait, comment dire, Niambélé, parce que là, on est sur une configuration un peu bizarre, là, maintenant. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Serge, c'est à toi. Bonjour, bonjour à tous. Moi, c'est Serge Abraham Tadé, le concepteur du premier jeu vidéo guinéen African Heroes. Bon, généralement, avant de continuer, j'aimerais d'abord féliciter un frère Poléwa. J'ai entendu en fait le parcours et le combat que vous menez. Et là, voilà quoi. C'est vraiment fort ce que vous faites et je vous souhaite beaucoup de courage. Surtout sur le côté psychique, comme vous le dites. C'est carrément un problème. C'est une maladie de blanc. Ouais. D'accord. Donc, c'est comme je l'ai dit, je suis le fondateur du studio African Heroes. Et heureusement, avec Virginie, ce n'est pas une première fois. On a eu à échanger plusieurs fois, presque depuis le début même du projet, à peu près 2 ans. En gros, nous retraçons tout ce qui est valeur culturelle africaine, mais à travers des séries de jeux vidéo ou d'animation 3D. Donc, en gros, nous faisons des jeux vidéo qui mettent en avant tout ce qui est guerrier africain, les gens qui ont œuvré pour le continent africain, mais surtout, toutes ces mythes ou les rites qui ont disparu, en fait. Ces valeurs qui ont été disparues, qui ont été transformées, ou même ces masques qui ont été volés. Nous essayons de reconstituer tous ces faits à travers un scénario bien pensé et nous les exécutons. Donc, nous utilisons les dernières technologies d'animation 3D. En gros, c'est comme un jeu d'aventure 3D. Il y a l'héroïne principale qui a déjà existé auparavant. Il y a les guerriers qui sont là pour aider l'héroïne à retrouver en fait tous ces masques perdus, les valeurs culturelles voilà, en quelque sorte, qui se sont évaporées, quoi. Donc, euh, d'abord, merci Virginie pour l'invitation. Comme je l'ai dit, nous avons pas mal de projets tels que les jeux vidéo, des séries de films et d'animation 3D, parce que nous voulons faire par exemple des séries en dessins animés pour pouvoir un peu, comment on appelle ça, insérer les enfants de la nouvelle génération à mieux apprendre sur nos culture africaine en quelque sorte. Donc c'est beaucoup plus ça notre combat et le jeu verra le jour très prochainement parce que c'est un peu compliqué au début. Il y a pas mal de hauts et de bas, mais on continue à tenir le coup. Ouais, c'est un super projet. Ce sont des magnifiques infographies. Est-ce que éventuellement, Serge, tu arrives à nous partager 2, 3 infographies je ne sais pas ce que tu as sur ton ordinateur ou si tu as un lien que tu peux nous donner, qu'on peut partager et montrer un petit peu ce que tu fais. Je ne sais pas si on n'en a pas parlé auparavant, donc je me dis, il y a sans doute, enfin vraiment, c'est un magnifique travail que tu réalises, aussi bien
au niveau de l'histoire de l'Afrique. On est toujours en contact. Quand je vois quelqu'un qui parle de l'histoire de l'Afrique, tout de suite, je t'envoie des liens. Comme ça vient enrichir ta bibliothèque de l'histoire. Et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on se connaît. Ça fait 2 ans qu'on discute ensemble sur tes projets. C'est des super projets qui ont besoin aussi d'aide. Je dirais si on peut trouver des sponsors, etc. Pareil pour Boléwa, je pense. Plus on trouve d'aide, plus il y a des projets qui peuvent se faire. Boléa, c'est une association. Toi, Serge, c'est une entreprise que tu as montée. Oui, c'est Et ça. comment dire, moi, j'aimerais juste faire un petit tour dans ton univers. Alors, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que tu as un lien à nous donner par rapport à ce que tu fais comme... Ou alors, est-ce que tu veux peut-être, si tu as quelque chose sur l'ordinateur sur lequel tu es, peut-être, quelque chose à nous partager. Pour partager l'écran, c'est tout simple. Tu as le bouton vert en bas et tu cliques dessus et tu peux partager l'écran, en fait. Noter aussi par rapport à tes derniers projets que tu viens de lancer aussi un jeu vidéo qui est un petit peu différent, Le temps pour moi de trouver le bon exemple. exactement. Alors Parce que, Serge, nous on le suit. oui, Alors je vais juste expliquer comment je te suis, Serge. Parce qu'il y a très longtemps, en fait, nous au départ, on était une équipe en fait en gestion de projet. On suivait une formation universitaire. On était tous bénévoles sur une formation universitaire en gestion de projet. Et puis un jour, il y a eu un changement d'équipe. On s'est retrouvé à 25 personnes à se dire, oh, on fait plein de choses depuis des années. Puis là, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Et puis donc j'ai lancé l'idée de faire un incubateur. Et puis, une de ces 25 personnes, c'est quelqu'un qui a été prof, qui était un de tes profs, qui s'appelait Mamadi Dramé, je crois. Et puis, c'est lui qui nous a mis en contact parce que Mamadi m'a dit, ah, mais écoute, il faut que tu le suis parce que c'est un jeune qui a beaucoup de valeur et il faut absolument être toujours en contact pour voir un petit peu au fur et à mesure comment il évolue et puis s'il a besoin d'aide. Voilà. Donc, c'est comme ça que Serge est devenu membre, en fait, de notre organisation de par en fait un de ses anciens profs en Guinée-Conakry. Parce que donc Serge est en Guinée-Conakry, donc il a lancé le projet African Heroes. Et est-ce que tu arrives à nous trouver quelques images où ça... Après, moi, je me souviens de ces magnifiques infographies, en fait, de, comment dire, aussi bien dans la savane que dans, aussi, tu avais fait aussi sur l'Égypte aussi un petit peu. Donc, il y avait pas mal de choses complètement, voilà, qui étaient différentes et variées. Après, en attendant que tu cherches peut-être tes sources, moi, je peux aussi parler du troisième sujet que je voulais aborder. C'était un sujet qui était, en fait, qui nous a surpris un petit peu au niveau occidental. C'était la sortie du film Black Panthers. Alors, c'est vrai que c'est un film d'Hollywood. C'est un film, comment dire, américain, donc chacun aime ou n'aime pas, mais c'était très intéressant parce que ça a permis de mettre en avant des super-héros d'origine africaine et ça a permis de redynamiser, je dirais, la dignité en fait de communautés africaines qui sont aux États-Unis et c'est venu aussi sur l'Afrique. Et donc, c'est clair que c'est un univers, comment dire, qui est utopique, mais c'était la première fois finalement qu'au niveau mondial, on mettait en avant des qualités, en fait, comment dire, des super-héros finalement qui étaient africains. Et moi, je vais trouver ça très intéressant par rapport à la dignité, en fait, parce que, je veux dire, pour pouvoir se projeter dans la vie, il faut aussi avoir des modèles. C'est clair que ce film, bon, il est d'origine américaine, et cetera, mais ça a permis aussi d'ouvrir une perspective comme quoi, finalement, les populations d'origine africaine peuvent être aussi des gens qui peuvent sauver le monde, des gens qui peuvent aussi avoir des responsabilités importantes. Et ça, j'ai trouvé que c'était, comment dire, un sujet, je voulais juste aborder ce sujet par rapport à l'identité africaine en tant que telle, parce que comme tu le disais tout à l'heure, Boléwa, en fait, le continent africain, a subi une succession, en fait, de guerres,
de soumission, etc. Beaucoup de blessures que ce film met en valeur, en fait, le fait que une population mythique africaine, finalement, possède des technologies qui sont, qui sont parmi celles au top niveau et puis peut, avoir sa place finalement parmi les grands de ce monde. Et ça, moi j'ai trouvé ça très intéressant pour ouvrir des perspectives à la jeunesse, parce qu'un jeune qui est dans son village, où la seule perspective qu'il a, c'est soit d'être agriculteur, soit finalement d'être instituteur, finalement un petit peu comme c'est pas c'est pas très valorisant. Et je dirais que ouvrir l'esprit à ce que finalement au rêve, ça fait aussi partie du renforcement identitaire, et aussi euh, ça permet de se projeter finalement, de se donner l'autorisation de se projeter dans un avenir différent. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Et on en parlait aussi tout à l'heure, donc aussi avec Boléwa, c'est aussi le fait d'avoir des perspectives finalement qui fait que les gens ont un avenir. Voilà. Donc, Oui, c'est très intéressant ce que tu partages avec Black Panthers. Deux choses. La première, c'est que Black Panthers, moi en tout cas, en tant que fils de Congolais, m'a fait penser au Congo, c'est-à-dire que dans Black Panthers, ils disent que en gros, il y a un territoire qui se situe en Afrique centrale, qui aurait un minerai qui leur permettrait de pouvoir d'être supérieur au reste de l'humanité technologiquement. Nous, ce minerai, il s'appelle le coltan au Congo, et c'est le fruit de la guerre qu'il y a au coltan au Congo. C'est pour ce coltan qui permet justement aujourd'hui de faire ce webinaire ou cette conférence avec Serge en Guinée, toi en Suisse, moi en France, et d'autres ailleurs dans le monde. Et ce coltan, il ne rapporte pas d'argent aux Congolais, il rapporte de l'argent aux Américains principalement, parce que les applications sont américaines, et puis après aux Occidentaux, parce que ça nous permet à nous d'aller un peu plus vite dans nos actions. Et donc cette transposition entre le Wakanda et le Congo, moi, je l'ai immédiatement perçu, entre ce minerai qui permet au Wakanda d'être supérieur et d'avoir une technologie supérieure, et le coltan qui permet la révolution numérique que l'on vit. Ça, pour la première réponse. Et la deuxième réponse, c'est effectivement, au fil des années, le continent africain a subi des blessures narcissiques, au sens de son identité, de sa personne, en tant qu'individu et en tant que collectif. Des blessures narcissiques qui font que pour se projeter, euh, il- on, on, on le renvoyait surtout à un modèle, qu'il n'y avait que du coup un seul modèle de, dé- ouais, un modèle de développement, ou un modèle d'émancipation qui était celui de l'Occident. Et en fait, cette blessure narcissique, elle est toujours pas réglée, parce que les blessures narcissiques sont les blessures les plus difficiles à régler. Elles demandent des générations, et pas 80 ans, ce qui est à peu près notre moyenne individuelle sur la Terre. Euh, et donc, ces blessures narcissiques passent par une, une reformation de notre imaginaire individuel et collectif. Comment on peut comment on peut se projeter quand on n'a pas d'imaginaire, quand on n'a pas de rêve, quand on n'a pas du coup un imaginaire qui nous ressemble aussi. Euh, et c'est là où l'ambivalence de Black Panthers vient un peu nous heurter, parce que d'un côté, cet imaginaire de super-héros qui serait
qui viendrait du continent africain et en fait est est une, euh, est un imaginaire des Américains et pas des Africains eux-mêmes. Et donc, et donc permet aux Afro-Américains de se voir non plus que comme des descendants d'esclaves, mais, euh, mais des descendants de rois et de reines africains. Mais il n'y avait pas que ça. C'est comme si on disait qu'en Europe, il n'y avait que Louis XIV, C'est clair. les C'est... Habsbourg Oh, oui. ou les Bourbons. Mhm. Il y a aussi des paysans, tout un tas de personnes. Et donc, pour les Américains, c'est se projeter en tant que figure de réussite, de succès incroyable et qu'ils sont tous descendants de grandes lignées. C'est passé, c'est cette blessure narcissique qui les font passer de dominé extrême à dominant extrême. Un rebasculement. Et en même temps, en tant qu'Africain, d'un côté, c'est ne pas. Les Africains, eux, savent qu'ils ne descendent pas que de rois et de reines, parce qu'ils vivent l'Afrique au quotidien. Malheureusement, ils ne l'imaginent pas assez. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le travail, le travail de Serge, parce que c'est comment on arrive à véritablement transformer les imaginaires pour que les Africains eux-mêmes puissent imaginer leur continent et leurs individualités sans devoir passer par une mythologie de dominants euh, parce que ils sont bien plus grands que ça. Il y a pas que il y a pas que la royauté. Il y a tout un tas de gens nobles au sens humain. Donc c'est vraiment l'ambivalence de Black Panther. Et en même temps, ça a permis quand même aussi, du coup, derrière, je pense l'avantage, c'est que ça permet quand même néanmoins Black Panthers à ce que derrière, le travail de Serge et de bien d'autres, je l'espère, puisse s'engouffrer sur cette brèche-là Mhm. que Black Panthers a pu ouvrir en termes économiques pour raconter son histoire et ne pas être raconté par les autres. Comme Black Panthers le fait. C'est véritablement beaucoup d'ambivalence, mais très intéressante, qui nous permettent de faire des avancées, même si ces avancées méritent un peu plus de complexité. Clair. Ouais, C'est clair, mais c'est déjà bien. oui, Moi, vas-y. d'abord, comment on appelle ça, je vais bondir un peu sur ce que Boléo a dit. De base, je vais être direct, je n'ai jamais été même fan du film Black Panther. Parce que, ouais, en regardant en tant qu'Africain, c'est vrai que oui, coup marketing, j'ai pris beaucoup même pris un film comme un coup marketing comment on appelle ça, pour Marvel, en disant que oui, nous allons mettre un super-héros africain, on va valoriser les Noirs dans le film, enfin. J'ai pris comme un coup marketing. Parce qu'en regardant le film en lui-même, je n'ai vraiment pas vu l'essence de l'Afrique dessus ou de la tradition africaine dessus. Ils sont allés C'est beaucoup plus dans un côté futuriste, technologie et autres. Je me dis que c'était super exagéré. Donc, je m'attendais un peu beaucoup plus sur un côté ancestral et pour faire vivre pas mal de choses. Mais non, je voyais quoi? Comment on appelle ça? Je voyais beaucoup plus d'imagination futuriste et je m'y attendais pas. Donc, du coup, j'étais un peu déçu parce que je me voyais vraiment pas en Afrique dans ce film. Ça, je alors vais pas le cacher. moi, ce que j'ai trouvé intéressant là-dedans, c'est que ça ouvrait cette perspective, justement. Justement, ce choc des cultures, c'est quelque chose qui a réveillé quelque chose, quand même, quelque chose en se disant, ah oui, mais c'est pas nous. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas nous, donc peut-être justement, il faut faire quelque chose pour que ça corresponde finalement à l'Afrique. Tu vois? Oui, oui, Mais effectivement. par contre, je trouvais que ce qui était intéressant, c'est le côté américain, où finalement, comme disait Boléwa, tous ces Américains qui avaient une identité d'esclaves, bah, d'un seul coup, ils pouvaient redresser la tête
et se dire oui, mais je peux être autre chose. Voilà. Donc ça, c'est déjà ce côté-là, c'était intéressant. Et puis, ça veut dire aussi que c'est un manque et que c'est quelque chose de super important et que ce genre d'outil, finalement, un film, c'est un outil culturel. Ce genre d'outil culturel, on peut aussi l'utiliser et refaire, enfin, faire quelque chose de différent, mais qui permette aussi de permettre aux Africains de rêver à nouveau en se basant sur leur passé. Parce que c'est vrai que le rêve, ben, ça vient de nos racines. Et si les racines, finalement, sont oubliées ou effacées, on ne peut pas rêver. Donc là, c'est à C'est ça. toi, finalement, quelque part, d'intervenir sur ce genre de choses. Tu vois, ça serait ton rôle. Et ça, on en a déjà parlé. J'ai déjà dit que ton jeu, ben, ça permettait aussi peut-être de valoriser les gens. Et puis, ça leur permettait d'apprendre l'histoire, mais aussi d'apprendre aussi des valeurs. Parce que c'est vrai que les valeurs aujourd'hui, quand on est dans une situation difficile et compliquée, bah ces valeurs, soit elles sont extrêmement fortes et elles sont un fil conducteur, soit malheureusement pour la plupart des gens, c'est plus compliqué et puis elles sont à reconstruire. Voilà. C'est ça. Est-ce que maintenant tu as des extraits à nous montrer? Ok, d'accord. J'ai Il n'y a plus de son. Voilà, c'est OK. Alors, si tu veux qu'il y ait du son, il faut partager le son en bas, je crois. Mais c'est pas grave, sinon on va le faire sans son. Ça, c'est des cinématiques, hein, je crois. On peut parler en même temps parce qu'il n'y a pas le son, si tu veux, Serge. J'avais Voilà. en fait coupé le micro. Ouais. Donc voilà, en gros, comme je l'ai dit, il fallait reconstituer pas mal d'endroits. Voilà. Et voilà, ça c'est un peu comme c'est écrit en bas PlayStation 4, c'est un peu le rendu, le réalisme côté PlayStation. On a essayé de mettre en place aussi les pouvoirs, en quelque sorte. C'est dans le jeu vidéo, en fait, toi, tu as plusieurs héros, on peut choisir son héros et puis faire le C'est ça. parcours selon des Exactement, personnages on peut différents. rencontrer, voilà, par exemple, les déesses. Alors, tu sais, ça, c'est mon rêve, hein, je t'ai déjà dit, hein. Moi, ça, tu peux le faire facilement maintenant en réalité augmentée et puis faire Exactement. bouger ta déesse au plein milieu de n'importe quel, comment dire, n'importe quel endroit du monde, hein. Maintenant, il y a une partie qui nous tient à cœur. On l'avait appelé le African Skin Shading, c'est-à-dire que je pose d'abord. C'était comment pousser le réalisme au bout. Il Mhm, suffisait pas juste de créer un jeu vidéo, mhm. juste pour le faire, quoi. On a voulu aller loin, surtout avec le réalisme des personnages, sortir les traits, tout et tout. Donc, on a appelé ça le African Skin Shader. Voilà, c'est ça. C'était pour mettre en place, en préparer tous les détails pour que ça puisse ressembler le maximum possible à un humain, sur quoi un Africain. Mais tu as poussé ta technologie assez loin, ça c'est clair. Est-ce qu'il y a Donc, un lien que tu peux donner aux gens qui vont regarder ce live? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut mettre après sur la page Facebook de l'événement où les gens peuvent peut-être s'inscrire sur ton jeu ou tu vois? oui, nous travaillons déjà sur ça en équipe parce que nous sommes en train d'emmagasiner ça. Par exemple, là, ce que je vous montre Mhm, était la toute première version avec le design du jeu. mhm. Nous avons essayé de pousser, comme je l'ai dit, le réalisme à bout. On avait commencé avec l'être humain et là, on a aussi avec, comment on appelle ça,
les paysages. Maintenant, là, tu vois, là, on a créé des îles, par exemple. J'ai vu, Et l'île, oui, vas-y. oui, comme je l'ai dit, par exemple, voilà. Ça, par exemple, ces jardins, nous étions obligés de voyager. Nous avons pas mal d'îles en Guinée. Donc, c'est ce qu'on appelle des photoscans, c'est-à-dire qu'on a pris des photos un peu partout en 360 et nous avons essayé de les reconstituer. Ok, donc ce sont de vrais paysages en fait. Oui, selon le plan, le timing. Et là, par exemple, là, c'est les pyramides, parce que ça fait partir aussi. Il fallait aussi concevoir ces pyramides. Mhm. Nous sommes allés aussi avec ces pyramides. Et après les pyramides, nous sommes venus aussi sur comment on appelle ça? Voilà, tu vois, sur la qualité aussi Oui, des des, paysages. des feuilles, exactement. La forêt, les îles. Ouais, ça c'était un peu plus la qualité. Voilà. Ça me fait penser à un sujet qu'on peut juste aborder quelques secondes, c'est les métiers de l'Afrique. Je veux dire, toi, en mettant en place, comment dire, cette ce rendu réaliste avec cette technologie, tu ouvres la voie aussi à de futurs concepteurs, infographistes, etc. C'est aussi un outil pour montrer comment dire, aux jeunes qu'il y a aussi d'autres métiers dans lesquels ils peuvent aller se former aussi. Donc, Euh, c'est oui, ça l'innovation aussi. c'est beaucoup plus ça. Et heureusement, ça nous pousse parce que à travers ce que nous avons pu faire ou les vidéos, les petites maquettes que nous avons eu à montrer sur les réseaux sociaux, ça a boosté pas mal de personnes à vouloir se lancer aussi dans le domaine d'animation 3D. Donc, ils nous écrivent déjà en disant, bon, si déjà il a réussi à le faire, tandis qu'il n'y a pas d'institut ou d'école professionnelle en 3D en Guinée, c'est que nous-mêmes aussi, nous pouvons nous lancer dans la formation. Ouais. Donc, il y a beaucoup qui m'écrivent, même qui demandent des conseils. Je vais commencer par quoi? Qu'est-ce qu'il faut utiliser? Ou voilà, j'ai un budget de temps, donc qu'est-ce que je peux faire avec le budget là? Ou un truc comme ça. Donc, ça fait partir, comme je l'ai dit, de nos missions. C'est avoir les fonds nécessaires, investir sur les tablettes graphiques. Nous savons qu'il y a pas mal de talents en dessin en Afrique. Je pense pas seulement qu'en Guinée, en Afrique, des dessins. Donc, c'est comment les initier au dessin numérique avec la tablette. Et une fois que ça c'est fait, c'est qu'ensemble, maintenant, on peut faire de gros projets ensemble. C'est-à-dire, on peut faire de gros films, parce que là, nous sommes ensemble, de séries de dessins animés. C'est parce que, je te le jure, Virginie, il y a de bons talents en dessin. Ah, mais Je je reçois pense. même des croquis, je reçois des croquis en inbox, en message privé de pas mal de personnes. Avec les deux fois, me disent, quand ils disent, bon, qu'est-ce qu'il faut, ma première question, c'est de dire, ouais, tu es bon en dessin, ou vous êtes bon en dessin, ils disent oui. Je dis, ok, envoie ce que tu sais faire. Donc, je reçois des croquis, ou deux fois, je peux dire, ok, vu que j'ai mon héroïne Balia, essaie de faire Balia en croquis 3D et 2D, pardon, vite fait, on va voir ce que ça donne. Et j'ai pas mal de résultats qui sont super intéressants. Donc, ça, c'est cool parce que c'est un énorme potentiel pour nous, pour la Guinée-Conakry. C'est vrai qu'on a cette idée aussi de lancer une université libre aussi. Et puis ça peut faire partie aussi d'un programme qu'on pourrait regarder ensemble par rapport à ça. C'est ce que ça, moi, tout ce qui est infographie, design, etc. On est loin en fait du sujet d'origine, mais ça fait partie de mon univers, ça c'est sûr. Tout ce qui est haute technologie, etc. Donc, mais ça, il faut qu'on en reparle sérieusement une fois. On avait des possibilités, donc il faut qu'on se prenne un rendez-vous, on se prend un petit moment pour discuter de ça dans le futur. Et en parlant d'identité associée au jeu, j'aimerais juste mentionner que c'était le moyen pour nous parce qu'au début, c'était juste pour nous distraire en quelque sorte. Comme le jeu, c'est de la distraction. Mais c'est lors d'un voyage particulier dans une préfecture où il y avait un port, en quelque sorte, c'était, voilà, je m'excuse, j'aime pas trop employer ce terme, c'était un port négrier. Donc, on est allé et le touriste réussit à dire que ce port, par exemple, a transporté plus d'esclaves que l'île de Gorée. Oui, que c'était le carrefour carrément, et que ça a réussi à transporter plus d'esclaves que l'île de Gorée. Mais c'était un état, comment je peux dire ça?
En fait, il y avait même plus de ruines. C'était complètement, tout avait quitté. Mhm. C'était délabré et que, voilà, il fallait trouver un moyen de reconstituer tout ça. Ouais. Donc, C'est- c'est là est venue l'idée. Il dit, bon, pourquoi ne pas se lancer dans la partie reconstitution du patrimoine? Donc, au début, c'était guinéen dans le projet. On dit, bon, comme on a déjà un port qui a transporté plus de personnes noires, parce que j'aime pas même employer le mot, c'est plus de Non, personnes noires. non, ce qui est choquant, moi, ce qui me choque quand tu dis ça, c'est que le lieu, il est défini finalement par un grand malheur, finalement. Tu vois? C'est ça, C'est comme c'est si ce ça, lieu, c'était que ça, alors que peut-être qu'il y avait d'autres choses dans ce lieu. Il y a peut-être c'est d'autres ça. choses autour de l'histoire, certainement. Et puis, avant que le port existe, ce lieu avait certainement une identité qui lui était propre Obligé, aussi. oui, Tu vois? oui, Et c'est presque choquant de résumer le lieu juste à, comment dire, à un moment en plus de l'histoire africaine, qui est dramatique. Tu vois? exactement. Et Donc, c'est- c'était vraiment ça. C'est là est venue l'idée. Et plus on faisait les recherches, plus, voilà, on était plongé et je ressentais maintenant cette fierté, en fait, d'être africain parce que plus on plonge dans l'univers avant, que ce soit sur la partie tradition, les valeurs, les lois à respecter, Mhm. nos rites avec nos dieux ou nos déesses, c'est que c'était tellement ordonné, organisé. Parce que nous, on nous a appris de bas âge dans nos écoles ici que voilà, on n'était pas organisé, on était désorganisé. Et on a même dit qu'ils sont venus nous civiliser, la civilisation est venue, ils nous ont civilisés. En quelque sorte, on a grandi avec cette mentalité. Mhm. Donc, plus on évoluait, on sentait que, ouais, il y avait réellement quelque chose là. C'était le premier point. Et le second point à souligner, c'était la ressemblance de nos traditions. Il y a eu pas mal de traditions en Guinée qu'on a eu à voir au Cameroun, qui Mhm. sont super, qui sont similaires. Pas mal de mythes en qui nous croyons en Guinée, qui Mhm. peuvent se retrouver même, que ce soit au Congo, en Angola. Mhm. Et il y a eu, voilà, il y a eu par exemple pas mal de combats d'arts martiaux aussi. Par exemple, qui se trouvent en Angola, Mhm. mais qui s'est exporté au Brésil, finalement, qui fait, j'ai oublié même le nom, si c'est capoeira et autres, C'est la mais qui est capoeira, venu ouais. en Angola. Mhm. Ouais. Exactement. Donc, il y a eu beaucoup de trucs sur lesquels on pouvait vraiment, vraiment s'accentuer. La ressemblance entre les masques. Mhm. Nous avons les mêmes génies de la mer. Nous avons, il y en avait assez, Et assez. en fait, c'est- en fait, toi, tu parles pays, mais en réalité, finalement, l'Afrique, c'est pas des pays. Des pays, les frontières sont venues tard. En réalité, l'Afrique, ce sont des communautés qui Et passaient à travers aujourd'hui, ce qu'on appelle des pays, mais avant, ça correspondait pas à ça. Ce sont des, c'est avec les historiens du musée et le côté archive qu'on a réussi maintenant à comprendre que oui, la partie pays, le frontière pays, la partie où ils ont tracé ces frontières a beaucoup joué même sur nous, Mhm. beaucoup. Et je sais pas c'est comment ça se passe au Congo, mais même en Guinée, on est un peu victime des côtés, par exemple, des terres. Mhm. Il y a toujours des guerres entre des communautés sur l'appartenance des terres, tout et tout. Avant la frontière, on habitait là, c'était une autre terre, mais vu qu'ils ont tracé la ligne maintenant, c'est-à-dire que oui, il y a une partie au Mali, il y a l'autre en Guinée, donc C'est une ça source crée des de guerres. guerre, hein. Ça, c'est une source de guerre, toutes ces histoires de terre, de partage, de territoire. Ça, c'est un énorme souci. Exactement. Ça, c'est un sujet qu'on va aborder dans un prochain summit. C'est l'identité de la personne par rapport au territoire. Pourquoi? Parce que quand les frontières ont été faites en Afrique, en fait, ils se sont basés sur le droit noir, en fait, le droit de l'esclavage. C'est-à-dire que la personne mais ça faisait aussi partie de l'identité occidentale, hein, c'est pas que le droit. C'est-à-dire que la personne appartient à un territoire, comme l'esclave appartient à un territoire. C'est dans le temps, quand il y avait encore des esclaves, l'esclave était lié à la terre et pas à son propriétaire. C'est-à-dire quand le propriétaire vendait un terrain, il vendait aussi les esclaves faisaient partie de la terre. Et finalement, ils ont créé des pays avec la même typologie de fonctionnement. C'est-à-dire que la personne appartient est identifié par rapport à sa terre et n'est pas identifié par rapport à sa communauté. C'est pour ça que toi, tu retrouves dans l'histoire plein de choses à travers plusieurs pays.
plein d'identités communes, donc en fait qui montrent que c'était des communautés qui passent à travers des centaines, des milliers de kilomètres. Et comment dire, et avec quand il y a eu ce découpage des frontières, d'un seul coup, tout le monde s'est retrouvé hop, attaché à la terre d'un côté de la frontière ou de l'autre côté de la frontière. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, on a beaucoup de collaborateurs à travers l'Afrique. Et à un moment donné, il y a eu un problème qui s'est passé au Nigeria. Et on se demandait, on a un collaborateur au Nigeria, ça ne se passait pas bien pendant plusieurs jours. On s'est demandé s'il ne fallait pas le rapatrier sur un pays ailleurs pour le mettre en sécurité. Et on s'est aperçu, en discutant avec les uns et les autres, qu'il pouvait aller au Bénin. Lui ne parle qu'anglais. Au Bénin, il parle français parce que les territoires ont été séparés, colonisés, etc., avec des langues différentes. Mais par contre, leur langue commune, c'était la même langue. La langue d'origine, la langue africaine, c'était la même. Donc moi, je pouvais facilement l'envoyer du Nigeria au Bénin sans que, alors, bien sûr, il ne parle pas français, hein, il parle qu'anglais, mais il pouvait quand même trouver quelques repères dans sa communauté avec la langue d'origine. Par contre, ce gars au Niger, donc qui est un collaborateur qui fait du graphisme avec nous depuis longtemps, eh ben, en fait, pour lui, sa communauté, elle est dans le Niger. C'est-à-dire qu'il ne comprenait pas, on avait eu des discussions il y a quelques années, justement, il disait, non, non, ceux de l'autre côté de la frontière, ce n'est pas ma famille. Je lui disais, mais si, c'est quand même peut-être, vous avez sans doute des ancêtres communs. Il me disait, non, non, ce n'est pas ta famille. C'est pas ma famille. C'était drôle, parce qu'en réalité, avant le découpage des frontières, c'était la même communauté. Et ça, on l'oublie. Mais même, vous l'oubliez à travers vos frontières. Parce que lui, Ahmed, donc au Niger, lui, il avait oublié que, bah, il y a peut-être 100 ans, 200 ans, des gens qui sont de l'autre côté de la frontière, en réalité, c'était la même communauté. Donc C'est ça. voilà, ça fait partie de cette identité globale qui a été modifiée, qui s'est reconstruite différemment, mais qui crée aussi des problèmes. Ben justement, en RDC, moi je fais partie d'une organisation d'avocats du tribunal pénal international, et même entre eux, des fois, ils ne sont pas d'accord sur certaines choses. Pourtant, ils sont des gens de très bonne volonté, etc. Et on avait le cas d'une communauté qui, au 19e siècle, étaient sur un autre territoire. Et donc, la population locale considérait que c'était des étrangers parce qu'ils étaient là que depuis un siècle. Alors que s'ils sont là depuis un siècle, ils sont quand même habitants du lieu. Et comme ils étaient là, comme ils n'étaient pas là que depuis un siècle, les autres pouvaient se permettre de les massacrer parce que c'était pas chez eux. En gros, vous voyez, parce qu'il y a des régions du monde où les gens sont plus ou moins sympathiques. Et donc voilà, donc ça crée des guerres, ça crée des conflits, alors qu'en réalité, ça ne devrait pas. Après, il y a une perspective comment dire, de l'Afrique où toutes les frontières, une partie de l'Afrique où toutes les frontières seraient, tout le monde aurait le même passeport, la même carte d'identité. Et ça, peut-être, ça peut changer un petit peu la donne, peut-être. On ne sait pas. On verra. Espérons. Voilà. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous avez encore des choses à échanger, à dire? Parce que là, on va couper. Là, on a débordé de 20 minutes. Je vous ai laissé un peu plus parce qu'on a commencé un petit peu bizarrement. On n'est pas en ligne. Ça veut dire qu'on va télécharger cette vidéo sur YouTube et on va la mettre en ligne après. Et puis, ce sera juste décalé. Voilà, ça fait partie de ces aléas comment dire, des lives. C'est pas super grave. Pour nous, l'important, c'est que ça soit visible, comment dire, à tout moment et que les sujets qu'on aura abordés soient intéressants et puis que vous-même, peut-être, vous avez été mis un petit peu en valeur et que peut-être ça peut vous créer, comment dire, des possibilités, des champs du possible complémentaires, en fait. Voilà. Complètement. Moi, je tenais déjà à féliciter Serge de par son exemple. Moi, il y a une phrase qui me tient souvent à cœur, c'est l'exemplarité n'est pas une façon d'influencer, c'est la seule. Euh, et c'est cette phrase qui me guide. Son exemple, c'est l'exemple d'un Africain qui développe depuis l'Afrique et qui parle depuis l'Afrique un imaginaire d'Africain pour le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est de ça qu'on a besoin. Même les Occidentaux ont besoin de ça. Si on veut sauver notre planète, on a besoin de repartir d'un regard et d'un imaginaire qui part depuis l'Afrique.
au vu de l'histoire et au vu de ce que ça représente. Il nous faut revenir à l'essentiel et on dit que l'humanité a démarré en Afrique, alors il faut revenir à l'essentiel, c'est-à-dire en Afrique. Ça, c'est ma première chose. La deuxième, c'est au travers aussi de ce que fait Serge. Il y a un jeu chez Ubisoft qui s'appelle Assassin's Creed qui a pas mal marché ces derniers temps parce que justement, il reprenait des scénarios liés par exemple à la Révolution française ou à des moments de l'histoire. Et donc ce jeu, malgré ses imperfections, a été repris par beaucoup d'historiens ou en tout cas de profs d'histoire pour pouvoir enseigner l'histoire dans les écoles françaises et autres. Et donc on voit à quel point le jeu n'est pas qu'un simple divertissement, mais peut être un outil de fabrication des imaginaires et du coup de fabrication du futur. Mais pour construire son futur, il faut connaître son passé. Et le passé africain ne se résume pas à l'esclavagisme. Ça, on le sait tous très bien. Et rien que d'en parler à chaque fois, c'est toujours embêtant. Mais et c'est pour ça qu'il est important qu'à travers des outils ludiques comme le fait Serge, eh ben, il nous permet justement de développer un imaginaire et de manière ludique qui va permettre à des Africains, mais aussi au reste du monde, de pouvoir se construire différemment que le seul modèle qu'on nous propose. Il nous faut des modèles, il ne nous faut pas un modèle. Il nous faut des modèles, il nous faut développer des modèles. Moi, je suis et occidentaux, français et africains, congolais. Et j'ai besoin de me construire aussi bien avec des modèles français qui me guident, comme la phrase que je viens de vous partager, et aussi avec un imaginaire de Patrice Lumumba, un imaginaire de Thomas Sankara, un imaginaire de Nelson Mandela, de Kwame Nkrumah, qui sont des personnes qui nous redonnent de la dignité. T'en parlais tout à l'heure, Virginie, et la dignité, c'est ce qui nous permet aussi de répondre à cette blessure narcissique que l'on a subie ou que le continent africain a pu subir et donc qui est très importante. Donc vraiment en tout point, Serge, bravo et je veux qu'on reste en contact. Je veux aussi pouvoir te présenter à des personnes que je connais qui sont ici en France, mais aussi ailleurs dans le monde. On a besoin d'être en réseau pour que bah, tu puisses nous offrir ton talent ton travail parce que véritablement, c'est un changement de paradigme que tu nous offres, un changement de regard. Et ça, vraiment, bravo. Bravo pour ça. Ça fait partie de cette reconstruction mentale qui est nécessaire. Il nous faut passer par plein d'outils. Moi, je passe par la danse, on peut passer par les jeux vidéo, on peut passer par l'écriture, on peut passer par... Il nous faut développer tout un tas d'outils que l'on a aujourd'hui pour pouvoir reconstruire cette blessure narcissique afin qu'on ne soit pas dans un ressentiment, mais on soit dans une complémentarité entre l'Occident et l'Afrique. Et tant qu'on ne sera pas dans cette complémentarité, le monde ne pourra que s'en porter mal. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Vraiment, merci. Merci à vous deux d'être venus ce matin. Et c'était super intéressant. J'ai trouvé que vraiment, on a ouvert des champs du possible, des perspectives qui me paraissent vraiment essentielles, des choses qu'on n'aborde pas d'habitude, hein. Ce sont des sujets en général, qui sont laissés, comment dire, qui sont laissés un peu de côté. Alors là, c'est Nyambele qui nous partage un petit peu le travail en fait que fait Bolewa. Donc avec les communautés dont il s'occupe. Et écoutez, je vous remercie vraiment beaucoup d'être venu ce matin. Je suis désolée pour les problèmes techniques. Je sais, on avait un petit peu de retard, mais je pense que c'était très riche. Si vous êtes en contact, c'est pas par hasard, hein.
Voilà. Et puis, et je pense que c'est peut-être finalement, ça va peut-être être l'origine de quelque chose de très intéressant sur les sujets qu'on vient d'aborder. Parce que c'est vraiment très, très important de reconstituer une identité africaine, de reconstituer, je dirais, l'histoire et d'ouvrir le champ du possible, le rêve. Et en même temps, ben, c'est aussi important de créer des outils pour aider en fait des personnes qui sont traumatisées à pouvoir s'exprimer comme le fait donc Boléwa, et c'est quelque chose aussi qui est magnifique. Donc tous les deux, vous avez tous les deux des activités, des projets magnifiques. Je suis très contente de vous avoir eu ce matin donc sur ce live. Je suis très contente aussi que vous soyez les parrains de notre journée donc internationale des réfugiés, et de toute façon on reste tous en contact, et puis on espère que vous allez réussir, et nous aussi qu'on va réussir à faire des grandes choses pour aider beaucoup de gens à aller mieux, et puis à, comment dire, à se reconstruire, ou simplement à trouver des perspectives d'avenir ou de métier, parce que moi, je suis aussi journaliste dans l'éducation, donc je suis toujours attentive à ce que finalement, quand on crée des nouvelles perspectives, des nouveaux sujets, des nouvelles innovations, ben après, il faut aussi qu'il y ait des gens qui suivent, qui se forment, et puis ça fait grandir la communauté, et puis d'une idée au départ, d'un beau projet, ben, on peut en faire aussi un mouvement. Et puis quand on est à l'échelle du mouvement, ben là, on influence réellement la société en profondeur. Voilà. Merci beaucoup. À Merci bientôt. Virginie. Et je vous réinviterai sans doute une prochaine fois sur d'autres sujets. À bientôt. Avec plaisir. À Au très revoir. bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Et Merci merci aux l'équipe. techniciens qui sont Merci avec l'équipe nous aussi. technique. Oui. Au revoir. À Merci bientôt. beaucoup. Merci les frangins.